Ce soir, vous allez découvrir ce qui arrive quand on s'approche trop près de l'horreur. Un dieu monstrueux tapis sous l'océan, un vieillard que personne n'aurait dû menacer, et des créatures que l'esprit humain n'est pas fait pour contempler. Voici 4 histoires terrifiantes de Howard Phillips Lovecraft. Éteignez les lumières, l'horreur commence maintenant. Dagon de Howard Phillips Lovecraft. J'écris ces lignes sous une tension d'esprit considérable, car ce soir, je ne serai plus. Sans un sou et arrivé au bout de ma réserve de drogue, qui seule rend encore la vie supportable, je ne peux endurer davantage ce supplice. Je vais me jeter de la fenêtre de cette mansarde dans la rue sordide en contrebas. N'allez pas croire que mon asservissement à la morphine fasse de moi un faible ou un dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces pages griffonnées à la hâte, peut-être devinerez-vous, sans jamais pouvoir le comprendre tout à fait, pourquoi il ne me reste que l'oubli ou la mort. C'est dans l'une des régions les plus ouvertes et les moins fréquentées du vaste Pacifique que le navire marchand à bord duquel j'exerçais les fonctions de subrécargue tomba aux mains d'un corsaire allemand. La Grande Guerre venait à peine de commencer et les forces navales du Rhin n'avaient pas encore sombré dans la dégradation qui devait être la leur par la suite. Notre bâtiment fut donc considéré comme une prise de guerre légitime, tandis que l'équipage et moi-même reçûmes les égards et le traitement équitable dus à des prisonniers de guerre. La discipline imposée par nos ravisseurs était même si peu sévère que, 5 jours après notre capture, je parvins à m'enfuir seul dans une petite embarcation, avec assez d'eau et de vivres pour tenir fort longtemps. Lorsque je me retrouvai enfin libre, à la dérive, je n'avais qu'une idée très vague de l'endroit où je me trouvais. N'ayant jamais été un navigateur très compétent, je pus seulement déduire, d'après le soleil et les étoiles, que j'étais quelque part au sud de l'équateur. J'ignorais tout de ma longitude, et aucune île, aucune côte n'était visible. Le temps demeura clément, et durant un nombre incalculable de jours, je dérivais sans but sous un soleil brûlant, attendant soit le passage d'un navire, soit que les courants me jettent sur les rivages d'une terre habitée. Mais ni navire ni terre ne parurent, et je commençai à désespérer, seul au milieu des immensités mouvantes d'un bleu sans fin. Le changement se produisit pendant mon sommeil. Je n'en connaîtrai jamais les circonstances exactes, car, malgré les troubles et les rêves qui le peuplèrent, mon assoupissement ne fut jamais interrompu. Quand je m'éveillai enfin, je me découvris à demi aspiré dans une étendue visqueuse de boue noire et infernale, qui ondulait uniformément autour de moi jusqu'aux limites du regard. Mon embarcation reposait échouée à quelque distance. On pourrait penser que ma première réaction, devant une transformation du paysage aussi prodigieuse et inattendue, fut l'émerveillement. En vérité, je ressentis bien plus d'horreur que de surprise, car il y avait dans l'air et dans le sol pourrissant quelque chose de sinistre qui me glaça jusqu'au plus profond de l'être. La région empestait les carcasses de poissons en décomposition et celles d'autres choses, plus difficiles à décrire, que je voyais émerger de la vase répugnante de cette plaine sans fin. Peut-être est-il vain d'espérer transmettre par de simples mots l'abomination indicible qui peut habiter le silence absolu et l'immensité stérile. Rien ne se faisait entendre, rien ne s'offrait à la vue, hormis cette vaste nappe de limon noir. Pourtant, la perfection même de cette immobilité et l'uniformité du paysage m'oppressaient d'une peur écœurante. Le soleil flamboyait dans un ciel dont la cruauté sans nuages le faisait paraître presque noir, comme s'il reflétait le marécage d'encre qui s'étendait sous mes pieds. En me hissant péniblement dans l'embarcation échouée, je compris qu'une seule théorie pouvait expliquer ma situation. Un bouleversement volcanique sans précédent avait dû rejeter à la surface une partie du fond océanique, découvrant des contrées demeurées cachées durant d'innombrables millions d'années sous des profondeurs marines insondables. La nouvelle terre qui s'était soulevée sous moi était si vaste que, malgré tous mes efforts pour tendre l'oreille,
je ne percevais pas le moindre grondement de l'océan. Aucun oiseau marin ne venait non plus se repaître des créatures mortes. Durant plusieurs heures, je restais assis dans la barque, tantôt à réfléchir, tantôt à ruminer de sombres pensées. Couchée sur le flanc, elle m'offrait un peu d'ombre à mesure que le soleil traversait le ciel. Au fil de la journée, le sol perdit une partie de son caractère gluant et parut devoir sécher assez rapidement pour permettre la marche. Cette nuit-là, je ne dormis guère. Le lendemain, je préparais un baluchon contenant de la nourriture et de l'eau, en prévision d'une traversée à pied qui me permettrait peut-être de retrouver la mère disparue et d'obtenir du secours. Le troisième matin, le sol était suffisamment sec pour que je puisse y avancer sans difficulté. L'odeur des poissons était à rendre fou, mais des préoccupations bien plus graves occupaient mon esprit, et je ne prêtais guère attention à ce mal insignifiant. Je partis donc résolument vers une destination inconnue. Toute la journée, je progressais vers l'ouest, guidé par une butte lointaine qui dominait toutes les autres élévations du désert ondoyant. Je campai cette nuit-là et, le jour suivant, repris ma marche vers la butte, bien qu'elle ne semblât guère plus proche que lorsque je l'avais aperçue pour la première fois. Au soir du 4e jour, j'atteignis enfin sa base. Elle se révéla beaucoup plus haute qu'elle ne l'avait paru de loin, une vallée intermédiaire la détachant nettement du relief environnant. Trop épuisé pour entreprendre l'ascension, je dormis à l'ombre de la colline. J'ignore pourquoi mes rêves furent si délirants cette nuit-là. Toujours est-il qu'avant que la lune décroissante, étrangement renflée, ne se fût beaucoup élevée au-dessus de la plaine orientale, je m'éveillai couvert d'une sueur froide, fermement décidé à ne plus dormir. Les visions que je venais de subir étaient trop effroyables pour que je puisse les affronter de nouveau. À la clarté de la lune, je compris également combien il avait été imprudent de voyager pendant la journée. Sans l'éclat aveuglant du soleil desséchant, ma marche m'aurait demandé bien moins d'efforts. À présent, je me sentais même tout à fait capable d'accomplir l'ascension qui m'avait découragé au coucher du soleil. Je repris mon baluchon et me dirigeai vers le sommet de l'éminence. J'ai dit que la monotonie ininterrompue de la plaine ondulante éveillait en moi une vague horreur. Mais je crois que mon effroi fut plus grand encore lorsque j'atteignis le sommet du monticule et découvris sur son autre versant un gouffre ou un canyon démesuré dont la lune, encore trop basse, ne pouvait éclairer les profondeurs noires. J'avais l'impression de me tenir au bord du monde et de contempler, par-delà son rebord, un chaos insondable plongé dans une nuit éternelle. À travers ma terreur me revinrent d'étranges souvenirs du paradis perdu et de l'horrible ascension de Satan dans les royaumes informes des ténèbres. À mesure que la lune s'élevait dans le ciel, je distinguai que les parois de la vallée n'étaient pas aussi verticales que je l'avais cru. Des corniches et des saillies rocheuses offraient des appuis assez sûrs pour descendre. Quelques centaines de pieds plus bas, la pente devenait même très douce. Poussé par une impulsion que je suis incapable d'expliquer clairement, je descendis péniblement parmi les rochers et atteignis la déclivité plus modérée qui s'étendait en contrebas. Là, je fixai les profondeurs stygiennes où aucune lumière n'avait encore pénétré. Soudain, mon attention fut attirée par un objet immense et singulier, dressé sur le versant opposé, qui s'élevait abruptement à une centaine de mètres devant moi. L'objet luisait d'une blancheur spectrale sous les rayons que la lune montante venait de répandre sur lui. Je m'assurai bientôt qu'il ne s'agissait que d'un gigantesque bloc de pierre. Pourtant, je ne pouvais me défaire de l'impression très nette que sa forme et sa position n'étaient pas entièrement l'œuvre de la nature. En l'examinant plus attentivement, je fus envahi de sensations qu'il m'est impossible d'exprimer. Malgré ses dimensions colossales et sa présence dans un abîme ouvert au fond des mers depuis la jeunesse du monde, je compris sans l'ombre d'un doute que cet étrange objet était un monolithe soigneusement façonné, dont la masse imposante avait connu la main, et peut-être le culte, de créatures vivantes et douées de pensée.
Étourdi et terrifié, mais non dépourvu de l'exaltation propre aux savants ou à l'archéologue, j'observais plus attentivement les alentours. Désormais proche du zénith, la lune brillait avec une intensité étrange au-dessus des falaises vertigineuses qui enfermaient le gouffre. Sa lumière révéla qu'un vaste cours d'eau coulait tout au fond, serpentant hors de vue dans les deux directions et venant presque lécher mes pieds sur la pente où je me tenais. De l'autre côté du gouffre, de petites vagues baignaient la base du monolithe cyclopéen, sur la surface duquel je pouvais à présent discerner des inscriptions et de grossières sculptures. L'écriture employait un système de hiéroglyphes qui m'était inconnu et ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir dans les livres. Elle se composait principalement de symboles aquatiques stylisés, poissons, anguilles, poulpes, crustacés, mollusques, baleines et autres formes semblables. Plusieurs caractères représentaient manifestement des créatures marines inconnues du monde moderne, mais dont j'avais aperçu les corps en décomposition sur la plaine surgie de l'océan. Ce furent cependant les scènes sculptées qui m'envoûtèrent le plus. Leur taille gigantesque permettait de distinguer clairement, par-delà l'eau qui nous séparait, toute une série de bas-reliefs dont les sujets auraient pu rendre Doré jaloux. Ces œuvres étaient censées, je crois, représenter des hommes, du moins une certaine espèce d'hommes. On y voyait pourtant ces êtres s'ébattre comme des poissons dans les eaux de quelque grotte marine, ou rendre hommage à un sanctuaire monolithique qui semblait lui aussi enfoui sous les vagues. Je n'ose décrire en détail leur visage ni leur forme, car leur seul souvenir suffit à me faire défaillir. Plus grotesque que tout ce qu'aurait pu concevoir Poe ou Bulwer, ils conservaient dans leur silhouette générale quelque chose d'abominablement humain, malgré leurs mains et leurs pieds palmés, leurs lèvres démesurément larges et flasques, leurs yeux vitreux et saillants, et d'autres traits qu'il m'est plus pénible encore de me rappeler. Curieusement, leurs proportions semblaient très mal accordées au décor qui les entourait. L'une de ces créatures était représentée en train de tuer une baleine à peine plus grande qu'elle. Comme je l'ai dit, leur aspect grotesque et leur taille insolite me frappèrent, mais je décidai bientôt qu'il ne s'agissait que des divinités imaginaires de quelques tribus primitives de pêcheurs ou de navigateurs, une tribu dont le dernier descendant aurait disparu des ères entières avant la naissance du premier ancêtre de l'homme de Piltdown ou de Néandertal. Saisi d'un respect mêlé de terreur devant cet aperçu inattendu d'un passé dépassant tout ce que le plus audacieux des anthropologues aurait pu concevoir, je demeurai immobile à méditer, tandis que la lune jetait d'étranges reflets sur le chenal silencieux. Alors, soudain, je le vis. Un léger remous signala seul sa montée vers la surface, puis la chose glissa dans mon champ de vision au-dessus des eaux obscures. Immense, semblable à Polyphème et d'une répugnance indicible, elle fondit vers le monolithe comme un prodigieux monstre échappé d'un cauchemar. Elle enlaça la pierre de ses bras gigantesques couverts d'écailles, inclina son horrible tête et laissa échapper une suite de sons mesurés et scandés. Je crois que c'est à cet instant que j'ai perdu la raison. Je ne garde que peu de souvenirs de ma remontée frénétique le long de la pente et de la falaise, ni de mon retour délirant jusqu'à l'embarcation échouée. Je crois avoir beaucoup chanté et ri d'une manière étrange chaque fois que je ne parvenais plus à chanter. Il me reste aussi le souvenir confus d'une violente tempête, quelque temps après mon arrivée auprès de la barque. Je sais du moins avoir entendu des éclats de tonnerre et d'autres voix que la nature ne fait retentir que dans ses fureurs les plus extrêmes. Lorsque je sortis des ténèbres, je me trouvais dans un hôpital de San Francisco. Le capitaine du navire américain qui avait recueilli ma barque en plein océan m'y avait fait transporter. J'avais beaucoup parlé durant mon délire, mais je découvris que personne n'avait accordé grande attention à mes paroles. Mes sauveteurs n'avaient entendu parler d'aucun soulèvement terrestre dans le Pacifique, et je ne jugeais pas nécessaire d'insister sur un fait auquel, je le savais,
il ne pourrait jamais croire. Une fois, je rendis visite à un ethnologue célèbre et le divertis par d'étranges questions concernant l'antique légende philistine de Dagon, le dieu poisson. Mais je compris bientôt qu'il était irrémédiablement conformiste et n'approfondis pas mes recherches. C'est la nuit, surtout lorsque la lune, encore gibbeuse, décroît, que je revois la chose. J'ai essayé la morphine, mais la drogue ne m'a offert qu'un répit passager avant de m'enchaîner à elle comme un esclave sans espoir. Je vais donc mettre fin à tout cela, après avoir rédigé ce récit complet pour l'information de mes semblables, ou pour leur amusement dédaigneux. Souvent, je me demande si tout cela n'a pas été une pure illusion, un simple délire fiévreux survenu tandis que, terrassé par le soleil, je divaguais dans ma barque après avoir fui le navire de guerre allemand. Je me pose cette question, mais une vision d'une atroce netteté vient toujours me répondre. Je ne peux songer aux profondeurs de la mer sans frémir à l'idée des choses sans nom qui, en cet instant même, rampent peut-être et se débattent sur son lit visqueux, adorant leurs antiques idoles de pierre et gravant leurs propres formes abjectes sur des obélisques sous-marins de granit gorgés d'eau. Je rêve d'un jour où elles pourraient surgir au-dessus des flots pour entraîner sous les flots, dans leurs serres empestées, les derniers vestiges d'une humanité chétive, épuisée par la guerre. D'un jour où les terres s'enfonceront, tandis que le sombre fond des océans s'élèvera au milieu d'un pandémonium universel. La fin est proche. J'entends un bruit derrière la porte, comme si un immense corps gluant venait s'y heurter lourdement. Il ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main! La fenêtre! La fenêtre! Le terrible vieillard de Howard Phillips Lovecraft. Angelo Ricci, Joe Zanuck et Manuel Silva avaient décidé de rendre visite au terrible vieillard. Celui-ci vivait seul dans une très ancienne maison de Water Street, près de la mer, et passait pour être à la fois immensément riche et extrêmement faible. Une situation particulièrement attirante pour des hommes tels que messieurs Ricci, Zanuck et Silva, puisque leur profession n'était autre que le vol. Les habitants de Kingsport racontaient et pensaient bien des choses au sujet du terrible vieillard, et ces histoires suffisaient généralement à le préserver des attentions de gentilshommes tels que M. Ricci et ses associés, malgré la quasi-certitude qu'il dissimulait quelque part, dans sa demeure vétuste et vénérable, une fortune dont nul ne pouvait mesurer l'ampleur. C'était à la vérité un personnage fort étrange. On croyait qu'il avait jadis commandé de grands voiliers marchands parcourant les routes des Indes orientales. Il était si vieux que personne ne se souvenait de l'avoir connu jeune, et si taciturne que rares étaient ceux qui savaient son véritable nom. Parmi les arbres noueux du jardin, devant sa vieille maison négligée, il entretenait une curieuse collection de grosses pierres, disposées de façon singulière et peintes de telle sorte qu'elles évoquaient les idoles de quelque temple oriental méconnu. Cette collection éloignait la plupart des garnements qui aimaient railler le terrible vieillard à cause de ses longs cheveux blancs et de sa barbe, ou briser les petits carreaux de ses fenêtres en y lançant toutes sortes de projectiles. Mais d'autres choses effrayaient les adultes plus curieux, qui, parfois, s'approchaient furtivement de la maison pour regarder à travers les vitres poussiéreuses. Ces indiscrets affirmaient que, sur une table placée dans une pièce nue du rez-de-chaussée, se trouvaient de nombreuses bouteilles insolites. Dans chacune d'elles, un petit morceau de plomb pendait au bout d'une ficelle, comme un pendule. Ils racontaient également que le terrible vieillard parlait à ces bouteilles, les appelant par des noms tels que Jack le balafré, Long Tom, Joe l'Espagnol, Peters ou Ellis le second, et que chaque fois qu'il s'adressait à l'une d'elles, le petit morceau de plomb qu'elle contenait se mettait à vibrer d'une manière précise, comme s'il lui répondait. Ceux qui avaient surpris le grand et maigre terrible vieillard au cours de ces étranges conversations ne revenaient jamais l'observer. Mais Angelo Ricci, Joe Zanuck et Manuel Silva n'étaient pas originaires de Kingsport. Ils appartenaient à cette population nouvelle, disparate et vendailleur, qui restait en marge du cercle enchanté de la vie et des traditions de la Nouvelle-Angleterre.
Il ne voyait dans le terrible vieillard qu'un vieux barbu chancelant et presque impotent, incapable de marcher sans l'aide de sa canne noueuse, et dont les mains maigres et faibles tremblaient pitoyablement. À leur manière, ils éprouvaient même une certaine compassion pour ce pauvre solitaire impopulaire que tout le monde évitait et contre lequel tous les chiens aboyaient d'une façon étrange. Mais les affaires sont les affaires, et pour un voleur entièrement dévoué à son métier, un homme extrêmement vieux et faible, dépourvu de compte en banque et payant ses rares achats à l'épicerie du village avec des pièces d'or et d'argent espagnoles frappées 2 siècles auparavant, constituait à la fois une tentation et un défi. Messieurs Ricci, Tzanek et Silva choisirent la nuit du 11 avril pour effectuer leur visite. Monsieur Ricci et monsieur Silva devaient s'entretenir avec le pauvre vieux monsieur, tandis que monsieur Tzanek les attendrait, eux et le butin en or et en argent qu'ils rapporteraient vraisemblablement, dans une voiture fermée garée dans Sheep Street, près de la petite porte percée dans le haut mur qui entourait l'arrière de la propriété de leur hôte. Ils avaient préparé ce départ discret afin d'éviter toute explication inutile si la police surgissait à l'improviste. Comme convenu, les 3 aventuriers partirent séparément afin de ne pas éveiller de soupçons par la suite. Messieurs Ricci et Silva se retrouvèrent dans Water Street, devant le portail du vieillard. La manière dont la lune éclairait les pierres peintes à travers les branches bourgeonnantes des arbres noueux ne leur plaisait guère, mais ils avaient des préoccupations plus importantes que de simples superstitions. Ils craignaient que le travail ne devînt désagréable lorsqu'il leur faudrait faire parler le terrible vieillard de l'or et de l'argent qu'il avait amassé, car les vieux capitaines au long cours sont connus pour être obstinés et difficiles. Toutefois, il était très vieux, très faible, et ses visiteurs étaient 2. Messieurs Ricci et Silva savaient parfaitement comment délier la langue des personnes peu disposées à parler, et les cris d'un homme si faible et si âgé pouvaient aisément être étouffés. Ils s'approchèrent donc de l'unique fenêtre éclairée et entendirent le terrible vieillard parler d'une voix enfantine à ses bouteilles, dans lesquelles oscillaient de petits pendules. Puis ils enfilèrent leurs masques et frappèrent poliment à la porte de chêne usée par les intempéries. L'attente parut interminable à M. Tzanek, qui s'agitait nerveusement dans la voiture fermée près de la porte arrière de la propriété du terrible vieillard dans Sheep Street. Il avait le cœur plus sensible que la plupart des hommes et n'avait guère apprécié les cris atroces qui s'étaient élevés de l'antique maison peu après l'heure fixée pour l'opération. N'avait-il pas recommandé à ses associés de traiter le malheureux vieux capitaine avec autant de douceur que possible ? Il surveillait avec une extrême nervosité l'étroite porte de chêne aménagée dans le haut mur de pierre couvert de lierre. Il consultait fréquemment sa montre et s'étonnait de ce retard. Le vieillard était-il mort avant d'avoir révélé la cachette de son trésor, contraignant ainsi ses compagnons à fouiller la maison de fond en comble ? Monsieur Tzanek n'aimait pas attendre aussi longtemps, dans l'obscurité, en un lieu pareil. Il perçut alors, dans l'allée derrière la porte, le bruit feutré d'un pas, ou peut-être le tapotement d'une canne. Il entendit quelqu'un manipuler doucement le loquet rouillé, puis vit l'étroit et lourd battant pivoter vers l'intérieur. Dans la faible lueur blafarde du seul réverbère, il scruta l'obscurité pour distinguer ce que ses compagnons avaient rapporté de la sinistre demeure qui se dressait tout près, derrière la porte. Mais lorsqu'il regarda, il ne vit pas ce qu'il avait attendu. Ses associés n'étaient pas là. Seul se tenait devant lui le terrible vieillard, tranquillement appuyé sur sa canne noueuse, un sourire effroyable aux lèvres. Monsieur Tzanek n'avait encore jamais remarqué la couleur des yeux de cet homme. À présent, il vit qu'ils étaient jaunes. Dans les petites villes, il suffit de peu de choses pour provoquer un grand émoi. Voilà pourquoi les habitants de Kingsport parlèrent durant tout le printemps et tout l'été des 3 corps impossibles à identifier que la marée avait rejetés sur le rivage. Ils avaient été atrocement tailladés, comme par les lames de nombreux sabres d'abordage, et affreusement broyés, comme si une foule les avait piétinés sous ses bottes.
Certaines personnes évoquèrent même des détails aussi insignifiants que la voiture abandonnée découverte dans Sheep Street, ou les cris particulièrement inhumains qu'avaient entendus au cours de la nuit quelques habitants qui ne dormaient pas, sans doute ceux d'un animal errant ou d'un oiseau migrateur. Mais le terrible vieillard ne prêta pas la moindre attention à ces bavardages oisifs de village. Il était réservé de nature, et chez les êtres âgés et faibles, cette réserve n'en est que plus grande. D'ailleurs, un si vieux capitaine avait certainement assisté, dans les temps lointains d'une jeunesse dont personne ne se souvenait, à des dizaines d'événements bien plus saisissants. Air froid de Howard Phillips Lovecraft. Vous me demandez d'expliquer pourquoi un simple courant d'air frais m'effraie. Pourquoi je frissonne plus que les autres lorsque j'entre dans une pièce froide? Et pourquoi je me sens pris de nausées et de répulsion quand la fraîcheur du soir se glisse à travers la chaleur d'une douce journée d'automne? Certains prétendent que je réagis au froid comme d'autres à une mauvaise odeur, et je suis le dernier à vouloir les contredire. Je me contenterai de raconter la plus horrible aventure que j'ai jamais vécue, puis je vous laisserai décider si elle explique suffisamment cette étrange particularité. On se trompe en imaginant que l'horreur est indissociable de l'obscurité, du silence et de la solitude. Je l'ai rencontrée sous la lumière crue du milieu de l'après-midi, dans le tumulte d'une métropole, au cœur d'une pension sordide et banale, avec une logeuse des plus ordinaires et 2 hommes robustes à mes côtés. Au printemps 1923, j'avais trouvé à New York quelques besognes ternes et mal rémunérées pour des magazines. Incapable de payer un loyer convenable, je me mis à dériver d'une pension bon marché à une autre, à la recherche d'une chambre réunissant une propreté acceptable, un mobilier supportable et un prix très modeste. Je compris bientôt que je ne pouvais choisir qu'entre plusieurs maux, mais au bout d'un certain temps, je découvris dans la 14e rue Ouest une maison qui me répugna beaucoup moins que toutes celles que j'avais essayées jusque-là. C'était une demeure de 4 étages en grès brun, datant apparemment de la fin des années 1840. Ces boiseries et ces marbres, dont la splendeur tachée et ternie témoignait d'une ancienne opulence raffinée, avaient connu des jours meilleurs. Dans les pièces vastes et hautes de plafond, décorées de papier peint invraisemblable et de corniches en stuc d'une ornementation ridicule, flottait une odeur déprimante de renfermé et les relents d'une cuisine indéfinissable. Les planchers étaient cependant propres, le linge changé avec une régularité convenable, et l'eau chaude n'était ni froide ni coupée trop souvent. Je finis donc par considérer cet endroit comme un refuge au moins supportable, où je pourrais hiberner jusqu'au jour où il me serait de nouveau possible de vivre réellement. La logeuse, une Espagnole négligée et presque barbue du nom de Herrero, ne m'importunait ni par ses bavardages, ni par ses remarques sur la lampe électrique qui restait allumée tard dans ma petite chambre donnant sur la rue, au 3e étage. Quant aux autres pensionnaires, ils étaient aussi silencieux et peu communicatifs qu'on pouvait le souhaiter. Il s'agissait pour la plupart d'Espagnols, à peine plus polissés que les individus les plus frustes. Seul le vacarme des tramways circulant dans l'artère en contrebas constituait une gêne sérieuse. J'habitais là depuis environ 3 semaines lorsque se produisit le premier incident étrange. Un soir, vers 8 heures, j'entendis un liquide éclabousser le plancher et pris soudain conscience que, depuis un moment déjà, je respirais une forte odeur d'ammoniac. En levant les yeux, je vis que le plafond était humide et qu'il goûtait. L'infiltration semblait venir d'un angle situé du côté de la rue. Désireux d'en arrêter la cause au plus vite, je descendis précipitamment au sous-sol pour prévenir la logeuse, qui m'assura que le problème serait aussitôt réglé. « Docteur Munoz !» s'écria-t-elle en remontant l'escalier devant moi. « Il a renversé ses produits, il est trop malade pour se soigner lui-même, toujours plus malade. Mais il veut pas qu'un autre docteur l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. Toute la journée, il prend des bains qui sentent drôle, et il faut jamais qu'il s'énerve ni qu'il ait chaud.
Il fait tout lui-même. Sa petite pièce, elle est pleine de bouteilles et de machines, et il travaille plus comme docteur. Mais autrefois, il était très grand. Mon père, à Barcelone, il avait entendu parler de lui. Et rien que tout à l'heure, il a soigné le bras du plombier qui s'est blessé d'un coup. Il sort jamais, sauf sur le toit, et mon garçon Esteban, il lui apporte à manger, son linge, ses médicaments et ses produits. Mon Dieu, tout le sel ammoniaque que cet homme utilise pour rester froid. Madame Herrero disparut dans l'escalier conduisant au 4e étage, et je regagnai ma chambre. L'ammoniaque cessa de goûter. Tandis que j'essuyais le liquide répandu et que j'ouvrais la fenêtre pour aérer, j'entendis au-dessus de moi les pas pesants de la logeuse. Je n'avais jamais entendu ceux du docteur Muñoz, hormis certains bruits évoquant un mécanisme actionné par un moteur à essence, car sa démarche était légère et silencieuse. Je me demandais un instant de quelle étrange affection souffrait cet homme, et si son refus obstiné de recevoir une aide extérieure ne provenait pas d'une excentricité sans véritable fondement. Il y a, songeai-je avec banalité, quelque chose d'infiniment pathétique dans la situation d'un homme éminent tombé dans la misère. Je n'aurais peut-être jamais fait la connaissance du docteur Muñoz sans la crise cardiaque qui me saisit brusquement un matin alors que j'écrivais dans ma chambre. Des médecins m'avaient averti du danger que représentaient de tels accès, et je savais qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Me souvenant de ce que la logeuse avait raconté au sujet de l'ouvrier blessé, je me traînai jusqu'à l'étage supérieur et frappai faiblement à la porte située au-dessus de la mienne. Une voix singulière, venant d'un point situé un peu plus loin sur la droite, me répondit dans un anglais correct et me demanda mon nom ainsi que la raison de ma visite. Lorsque j'eus donné ces renseignements, la porte voisine de celle à laquelle j'avais frappé s'ouvrit. Une bouffée d'air froid m'accueillit. Bien que cette journée de la fin juin fût l'une des plus chaudes de l'année, je frissonnai en franchissant le seuil d'un vaste appartement dont la décoration riche et raffinée me surprit au milieu de ce repère de misère et de décrépitude. Un lit pliant remplissait alors son rôle diurne de canapé. Les meubles en acajou, les somptueuses tentures, les tableaux anciens et les rayonnages aux teintes assourdies évoquaient davantage le cabinet de travail d'un gentilhomme qu'une chambre de pension. Je compris que la petite pièce située au-dessus de la mienne, celle remplie de bouteilles et de machines dont avait parlé Madame Herrero, n'était que le laboratoire du docteur. Ces véritables appartements occupaient la spacieuse chambre attenante, dont les alcôves pratiques et la grande salle de bain contiguë lui permettaient de dissimuler les commodes et tous les objets dont la fonction utilitaire se serait montrée trop voyante. Le docteur Muñoz était, de toute évidence, un homme de bonne naissance, cultivé et doté d'un goût très sûr. L'homme qui se tenait devant moi était de petite taille, mais admirablement proportionné. Il portait une tenue assez formelle, d'une coupe et d'un ajustement parfait. Son visage distingué, à l'expression impérieuse sans être arrogante, était orné d'une courte barbe fournie, d'un gris de fer. Un pince-nez à l'ancienne protégeait ses grands yeux sombres et reposait au-dessus d'un nez aquilin qui donnait une touche mauresque à une physionomie par ailleurs nettement celtibère. Ses cheveux épais, soigneusement taillés et manifestement entretenus par les visites ponctuelles d'un coiffeur, étaient élégamment séparés au-dessus d'un front haut. L'ensemble révélait une intelligence remarquable, une noble ascendance et une éducation supérieure. Pourtant, en apercevant le docteur Muñoz au milieu de ce souffle d'air glacé, j'éprouvai une répugnance que rien dans son apparence ne semblait justifier. Seul son teint tirant sur le livide et le froid de son contact auraient pu donner à cette impression un fondement physique, mais ses particularités elles-mêmes auraient dû paraître excusables compte tenu de son état de santé. Peut-être aussi la température singulière de la pièce provoquait-elle mon malaise. Un froid pareil était anormal par une journée aussi chaude, et l'anormal suscite toujours l'aversion, la méfiance et la peur. Ma répugnance céda cependant très vite la place à l'admiration.
car l'extraordinaire compétence du médecin se manifesta aussitôt, malgré le froid glacial et les tremblements de ses mains qui paraissaient privées de sang. Il comprit mes besoins d'un seul regard et s'occupa de moi avec la dextérité d'un maître. D'une voix parfaitement modulée, quoique étrangement creuse et dépourvue de timbre, il m'assura qu'il était l'ennemi juré le plus acharné de la mort, et qu'il avait englouti sa fortune et perdu tous ses amis au cours d'une existence entière consacrée à d'étranges expériences destinées à la déjouer et à l'anéantir. Quelque chose du fanatique bienveillant semblait habiter cet homme. Il se mit presque à bavarder tandis qu'il auscultait ma poitrine et préparait une potion appropriée avec des médicaments rapportés du petit laboratoire. Il trouvait manifestement dans la compagnie d'un homme de son monde une rare nouveauté au sein de ce cadre sordide, et les souvenirs de jours meilleurs qui remontaient en lui l'entraînaient à parler plus qu'à son habitude. Sa voix, malgré son étrangeté, avait quelque chose d'apaisant. Tandis que les phrases s'écoulaient de ses lèvres avec une aisance courtoise, je ne parvenais même pas à percevoir le moindre signe de respiration. Pour détourner mon attention de ma crise, il me parla de ses théories et de ses expériences. Je me souviens qu'il tenta avec tact de me rassurer au sujet de mon cœur fragile, en affirmant que la volonté et la conscience étaient plus puissantes que la vie organique elle-même. Selon lui, si un corps était à l'origine sain et soigneusement préservé, il pouvait, grâce à un renforcement scientifique de ses facultés, conserver une sorte d'animation nerveuse malgré les altérations, les défaillances ou même l'absence des organes spécialisés les plus essentiels. Peut-être, ajouta-t-il sur le ton de la plaisanterie, pourrait-il un jour m'apprendre à vivre, ou du moins à conserver une forme d'existence consciente sans le moindre cœur. Pour sa part, il souffrait d'un ensemble complexe de maladies exigeant un régime extrêmement précis, dont le froid permanent constituait un élément indispensable. Toute élévation importante et prolongée de la température risquait de lui être fatale. Le froid de son appartement, environ 55 ou 56 degrés Fahrenheit, était maintenu par un système de réfrigération à absorption utilisant de l'ammoniac, ainsi que par le moteur à essence dont j'avais souvent entendu les pompes depuis ma chambre à l'étage inférieur. Délivré de ma crise en un temps merveilleusement court, je quittai cet endroit glacial en disciple fervent du talentueux reclus. Par la suite, je lui rendis fréquemment visite, toujours vêtu d'un pardessus. Je l'écoutais me raconter ses recherches secrètes et leurs résultats presque effroyables, et je frémissais parfois en examinant les ouvrages insolites et incroyablement anciens qui garnissaient ses rayonnages. Je dois ajouter qu'à force de soins habiles, il finit presque par me guérir définitivement de ma maladie. Il ne méprisait apparemment pas les incantations des savants du Moyen-Âge, car il pensait que ces formules obscures contenaient de rares stimulants psychologiques susceptibles d'exercer des effets singuliers sur la substance d'un système nerveux déserté par les pulsations organiques. Je fus touché lorsqu'il me parla du vieux docteur Torres de Valence, qui avait participé à ses premières expériences et l'avait soigné durant la terrible maladie survenue 18 ans auparavant, maladie dont provenaient ses troubles actuels. À peine le vénérable praticien eut-il sauvé son confrère qu'il succomba lui-même au sinistre ennemi qu'ils avaient combattu. Peut-être l'épreuve avait-elle été trop rude. Le docteur Munoz me fit comprendre à voix basse, sans entrer dans les détails, que les méthodes employées pour le guérir avaient été tout à fait extraordinaires et avaient nécessité des scènes et des procédés auxquels de vieux Galiens aux principes conservateurs ne se seraient guère prêtés de bon cœur. Au fil des semaines, je constatais avec regret que mon nouvel ami déclinait effectivement, d'une manière lente mais indéniable, comme Madame Herrero l'avait laissé entendre. Le caractère livide de son visage s'accentuait. Sa voix devenait plus creuse et plus indistincte, ses mouvements musculaires perdaient en coordination, et son esprit comme sa volonté faisait preuve de moins de souplesse et d'initiative. Il n'ignorait nullement cette triste évolution. Peu à peu, son expression et ses propos
se chargèrent d'une ironie macabre qui réveilla en moi une partie de la répulsion subtile que j'avais ressentie lors de notre première rencontre. Il développa d'étranges caprices et prit goût aux épices exotiques ainsi qu'aux encens égyptiens, au point que sa chambre finit par sentir comme la chambre funéraire d'un pharaon enseveli dans la vallée des rois. Dans le même temps, ses besoins en air froid augmentèrent. Avec mon aide, il prolongea les conduites d'ammoniac de son appartement et modifia les pompes ainsi que l'alimentation de sa machine frigorifique, jusqu'à pouvoir maintenir la température à 34 ou 40 degrés, puis finalement à 28 degrés Fahrenheit. La salle de bain et le laboratoire restaient naturellement moins froids, afin que l'eau ne gèle pas et que les réactions chimiques ne soient pas entravées. Le pensionnaire de la chambre voisine se plaignit de l'air glacé qui s'infiltrait autour de la porte communicante. J'aidai donc le docteur à installer d'épaisses tentures pour remédier au problème. Une sorte d'horreur croissante, étrange et morbide semblait s'être emparée de lui. Il parlait sans cesse de la mort, mais riait d'un rire creux dès que l'on évoquait avec précaution un enterrement ou de quelconque disposition funéraire. Dans l'ensemble, il était devenu un compagnon troublant, parfois même effrayant. Ma reconnaissance pour les soins qu'il m'avait prodigués m'interdisait pourtant de l'abandonner aux étrangers qui l'entouraient. Chaque jour, je prenais donc soin d'épousseter sa chambre et de répondre à ses besoins, emmitouflé dans un lourd pardessus acheté tout spécialement à cet effet. Je faisais également une grande partie de ses courses, et certains des produits chimiques qu'il commandait aux pharmaciens et aux fournisseurs de matériel de laboratoire me laissaient haletant de perplexité. Une atmosphère de panique grandissante et inexplicable semblait se former autour de son appartement. Toute la maison, comme je l'ai dit, sentait le renfermer. Mais l'odeur de sa chambre était pire encore, malgré les épices, l'encens et les produits chimiques âcres employés lors des bains désormais incessants qu'il tenait à prendre sans aucune assistance. Je compris que cette puanteur devait être liée à son affection, et je frissonnais en songeant à ce que pouvait être cette maladie. Madame Herrero se signait chaque fois qu'elle le regardait et me l'abandonna entièrement, allant jusqu'à interdire à son fils Esteban de continuer à faire ses courses. Lorsque je proposais de consulter d'autres médecins, le malade entrait dans une colère aussi violente qu'il semblait oser se le permettre. Il redoutait manifestement les effets physiques d'une émotion trop vive. Pourtant, sa volonté et son énergie ne cessaient de croître, et il refusait de garder le lit. La lassitude de ses premiers jours de maladie fit place au retour d'une détermination ardente. Il semblait prêt à défier le démon de la mort au moment même où cet antique ennemi refermait sur lui ses griffes. Le simulacre d'alimentation, qui avait toujours paru chez lui n'être qu'une curieuse formalité, fut pratiquement abandonné. Seule sa puissance mentale semblait désormais le préserver d'un effondrement total. Il prit l'habitude de rédiger de longs documents de nature inconnue, qu'il scellait soigneusement avant de les classer, avec pour instruction de les transmettre après sa mort à certaines personnes dont il me donnait les noms. Il s'agissait pour la plupart d'érudits des Indes orientales, mais la liste comprenait également un médecin français autrefois célèbre, que tout le monde croyait mort depuis longtemps et au sujet duquel circulaient les rumeurs les plus inconcevables. En définitive, je brûlai tous ces papiers sans les avoir ouverts ni envoyés. L'apparence et la voix du docteur devinrent absolument terrifiantes, et sa présence presque insupportable. Un jour de septembre, un homme venu réparer sa lampe de bureau électrique l'aperçut à l'improviste et fut saisi d'une crise d'épilepsie. Le docteur lui prescrivit un traitement efficace, tout en prenant soin de rester hors de sa vue. Chose étrange, cet homme avait traversé les horreurs de la Grande Guerre sans jamais connaître une terreur aussi complète. Puis, au milieu du mois d'octobre, l'horreur suprême s'abattit sur nous avec une soudaineté stupéfiante. Une nuit, vers 11 heures, la pompe de la machine frigorifique tomba en panne. Au bout de 3 heures, le refroidissement par l'ammoniac devint impossible. Le docteur Munoz m'appela en frappant contre le plancher, et je m'efforçais désespérément de réparer le mécanisme, tandis que mon hôte proférait des malédictions d'une voix dont le creux inerte et râpeux défiait toute description.
Mes efforts d'amateur se révélèrent toutefois inutiles. Lorsque j'eus fait venir un mécanicien d'un garage voisin ouvert toute la nuit, nous apprîmes que rien ne pourrait être entrepris avant le matin, car il fallait se procurer un nouveau piston. La rage et la peur de l'ermite moribond prirent des proportions grotesques et semblèrent sur le point de briser ce qui subsistait encore de son organisme défaillant. À un moment, un spasme lui fit plaquer les mains sur ses yeux et se précipiter dans la salle de bain. Il en ressortit à tâtons, le visage étroitement enveloppé de bandages, et je ne revis jamais ses yeux. Le froid de l'appartement diminuait maintenant de façon perceptible. Vers 5 heures du matin, le docteur se retira dans la salle de bain en m'ordonnant de lui apporter toute la glace que je pourrais trouver dans les pharmacies et les cafés ouverts toute la nuit. Lorsque je revenais de mes expéditions, parfois infructueuses, et déposais mon butin devant la porte fermée de la salle de bain, j'entendais à l'intérieur un clapotement agité, puis une voix épaisse qui croissait. « Encore, encore !» Une journée chaude finit par se lever, et les commerces ouvrirent les uns après les autres. Je demandai à Esteban soit de m'aider à chercher de la glace pendant que je me procurerais le piston, soit de commander lui-même la pièce tandis que je continuerais mes courses. Mais sa mère lui avait donné des ordres, et il refusa catégoriquement. Je finis par engager un vagabond à l'allure miteuse rencontré à l'angle de la 8e avenue. Je le chargeai de fournir de la glace aux malades depuis une petite boutique où je le présentais, puis je me consacrai avec acharnement à la recherche d'un piston et d'ouvriers capables de l'installer. La tâche semblait interminable. Je rageais presque aussi violemment que le reclus en voyant les heures s'écouler, tandis que j'enchaînais, sans reprendre mon souffle ni manger, les appels téléphoniques inutiles et une quête fiévreuse d'un endroit à l'autre, tantôt par le métro, tantôt par le tramway. Vers midi, je découvris enfin un fournisseur convenable, très loin dans le sud de la ville. Aux environs d'1h30 de l'après-midi, j'arrivai à la pension avec le matériel nécessaire et 2 mécaniciens robustes et compétents. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir et j'espérais ne pas arriver trop tard. Mais une terreur noire m'avait précédé. La maison entière était en plein tumulte. Au-dessus du murmure des voix frappées d'effroi, j'entendis un homme prier d'une profonde voix de basse. Des choses démoniaques semblaient flotter dans l'air, et les pensionnaires égrenaient leurs chapelets dès que l'odeur leur parvenait de dessous la porte fermée du docteur. Le vagabond que j'avais engagé s'était apparemment enfui en hurlant, les yeux fous, peu après sa 2e livraison de glace, peut-être parce que sa curiosité l'avait emporté. Il n'avait naturellement pas pu verrouiller la porte derrière lui. Pourtant, elle était maintenant fermée à clé, sans doute depuis l'intérieur. Aucun bruit ne provenait de la pièce, hormis une sorte d'égouttement lent et épais auquel je ne saurais donner de nom. Malgré la peur qui me rongeait au plus profond de l'âme, je consultai brièvement Madame Herrero et les mécaniciens, puis suggérai d'enfoncer la porte. La logeuse réussit cependant à faire tourner la clé depuis l'extérieur au moyen d'un dispositif en fil de fer. Nous avions auparavant ouvert toutes les autres chambres du couloir et relevé entièrement chaque fenêtre. Le nez protégé par des mouchoirs, nous pénétrâmes en tremblant dans la chambre maudite orientée au sud que baignait le chaud soleil du début de l'après-midi. Une sorte de traînée sombre et visqueuse partait de la porte ouverte de la salle de bain, rejoignait celle du couloir, puis se dirigeait vers le bureau, où s'était formée une petite flaque effroyable. Sur une feuille de papier atrocement souillée, comme par les griffes mêmes qui avaient tracé ces derniers mots précipités, une main aveugle et épouvantable avait griffonné quelques lignes au crayon. La traînée gagnait ensuite le canapé, où elle s'achevait d'une manière indicible. Ce qui se trouvait, ou s'était trouvé sur ce canapé, je ne peux ni n'ose le décrire ici. Mais voici ce que je parvins à déchiffrer en frissonnant sur la feuille poisseuse avant de craquer une allumette et de la réduire en cendres. Voici ce que je lus avec terreur, tandis que la logeuse et les 2 mécaniciens s'enfuyaient frénétiquement de ce lieu infernal pour aller balbutier leur récit incohérent au commissariat le plus proche.
Sous cette lumière jaune, avec le fracas des automobiles et des camions qui montaient de la 14e rue bondée, ces mots répugnants paraissaient presque impossibles à croire. Pourtant, je reconnais les avoir crus à cet instant. Les crois-je encore aujourd'hui? En toute honnêteté, je l'ignore. Il existe des choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'interroger. Tout ce que je peux dire, c'est que je déteste l'odeur de l'ammoniac et que le moindre courant d'air anormalement froid me donne la sensation de m'évanouir. La fin, disait ce gribouillage infect, est arrivée. Il n'y a plus de glace. L'homme a regardé et s'est enfui. Il fait plus chaud de minute en minute et les tissus ne peuvent plus tenir. Je suppose que vous comprenez ce que je vous ai dit au sujet de la volonté, des nerfs et du corps préservé après que les organes ont cessé de fonctionner. La théorie était bonne, mais elle ne pouvait pas réussir indéfiniment. Une détérioration progressive, que je n'avais pas prévue, s'est produite. Le docteur Torres le savait, mais le choc l'a tué. Il n'a pas supporté ce qu'il avait dû faire. Après avoir obéi aux instructions de ma lettre, il avait dû venir me chercher dans un lieu étrange et obscur, puis me soigner jusqu'à mon retour. Et les organes ne se remettraient jamais à fonctionner. Il fallait procéder à ma manière, par une préservation artificielle. Car, voyez-vous, je suis mort à cette époque-là, il y a 18 ans. Vous écoutez la nouvelle « Les chats d'Ultar » de Howard Phillips Lovecraft. Traduction réalisée par nos équipes. Bon visionnage à tous. On raconte qu'à Ultar, au-delà de la rivière Sky, nul n'a le droit de tuer un chat. Et je le crois volontiers lorsque je contemple celui qui, assis devant le feu, ronronne. Car le chat est une créature mystérieuse, proche de choses étranges que les hommes ne peuvent voir. Il est l'âme de l'Égypte antique et le dépositaire de récits venus des cités oubliées de Méroé et d'Ophir. Il est parent des seigneurs de la jungle et héritier des secrets de l'Afrique immémoriale et sinistre. Le sphinx est son cousin, et le chat parle sa langue. Mais le chat est plus ancien encore que le sphinx et se souvient de ce que celui-ci a oublié. À Ultar, avant que les notables n'interdisent de tuer les chats, vivait un vieux paysan et sa femme qui prenaient plaisir à capturer et à massacrer ceux de leurs voisins. Pourquoi agissaient-ils ainsi, je l'ignore, si ce n'est que beaucoup détestent les cris du chat dans la nuit et supportent mal de le voir rôder furtivement dans les cours et les jardins au crépuscule. Quelle qu'en fût la raison, le vieil homme et la vieille femme se réjouissaient de prendre au piège et de tuer chaque chat qui s'approchait de leur masure. Et à certains bruits que l'on entendait après la tombée de la nuit, bien des villageois supposaient que leur façon de les mettre à mort était tout à fait singulière. Mais personne n'abordait ce sujet avec le couple, à cause de l'expression coutumière de leur visage desséché et parce que leur chaumière, minuscule et obscure, se dissimulait sous de vastes chênes au fond d'une cour laissée à l'abandon. En vérité, si les propriétaires de chats haïssaient ces êtres inquiétants, ils les craignaient davantage encore. Et plutôt que de les accabler de reproches en les traitant d'assassins cruels, ils veillaient simplement à ce qu'aucun compagnon bien-aimé, ni aucun bon chasseur de souris, ne s'égarât vers la masure isolée sous les arbres sombres. Lorsque, par quelque inévitable inadvertance, un chat disparaissait et que des bruits retentissaient après la nuit tombée, celui qui l'avait perdu se lamentait, impuissant, ou se consolait en remerciant le destin que ce ne fut pas l'un de ses enfants qui se fût ainsi volatilisé. Car les habitants d'Ultar étaient des gens simples, et ils ignoraient d'où étaient venus les tout premiers chats. Un jour, une caravane d'étranges voyageurs venus du sud pénétra dans les étroites rues pavées d'Ultar. C'étaient des gens à la peau sombre, fort différents des autres nomades qui traversaient le village 2 fois par an. Sur la place du marché, ils prédisaient l'avenir contre quelques pièces d'argent et achetaient aux marchands des perles aux couleurs éclatantes. Nul ne savait de quelle contrée ils venaient,
mais on remarqua qu'ils se livraient à d'étranges prières et qu'ils avaient peint sur les flancs de leurs chariots de singulières figures au corps humain, portant des têtes de chats, de faucons, de béliers et de lions. Quant au chef de la caravane, il portait une coiffure surmontée de 2 cornes entre lesquelles se dressait un curieux disque. Dans cette caravane singulière se trouvait un petit garçon qui n'avait ni père ni mère et dont l'unique trésor était un minuscule chaton noir. La peste ne l'avait guère épargné, mais elle lui avait laissé cette petite créature au doux pelage pour apaiser son chagrin. Et lorsque l'on est très jeune, les espiègleries pleines de vie d'un chaton noir peuvent offrir un immense réconfort. Aussi le garçon, que les gens à la peau sombre appelaient Ménès, souriait-il plus souvent qu'il ne pleurait lorsqu'il jouait avec son gracieux compagnon sur les marches d'un chariot aux peintures étranges. Au matin du 3e jour que les voyageurs passaient à Ultar, Ménès ne retrouva pas son chaton. Tandis qu'il sanglotait à haute voix sur la place du marché, certains villageois lui parlèrent du vieil homme et de sa femme, ainsi que des bruits que l'on entendait pendant la nuit. Lorsqu'il eut écouté leur récit, ses sanglots firent place à la réflexion, puis enfin à la prière. Il tendit les bras vers le soleil et pria dans une langue qu'aucun villageois ne pouvait comprendre. À vrai dire, les villageois ne firent guère d'efforts pour y parvenir, car leur attention était surtout attirée par le ciel et par les formes insolites que prenaient les nuages. La chose était fort étrange. Tandis que le petit garçon prononçait sa supplique, on crut voir se dessiner au-dessus de lui les silhouettes vaporeuses et indistinctes de créatures exotiques, êtres hybrides couronnés de disques encadrés de cornes. La nature abonde en illusions de ce genre, propres à frapper les esprits imaginatifs. Cette nuit-là, les voyageurs quittèrent Ultar, et nul ne les revit jamais. Les habitants furent cependant gagnés par l'inquiétude lorsqu'ils constatèrent que l'on ne trouvait plus un seul chat dans tout le village. De chaque foyer avait disparu son familier compagnon. Grands ou petits, noirs, gris, tigrés, fauves ou blancs, tous s'étaient évanouis. Le vieux Crannon, le bourgmestre, jura que les gens à la peau sombre les avaient emportés pour venger la mort du chaton de Ménès, et il maudit la caravane ainsi que le petit garçon. Mais Nit, le maigre notaire, affirma que le vieux paysan et sa femme étaient des suspects bien plus vraisemblables, car leur haine des chats était connue de tous et se manifestait avec une audace croissante. Pourtant, nul n'osa adresser le moindre reproche au sinistre couple, même lorsque le petit Attal, fils de l'aubergiste, assura qu'au crépuscule, il avait vu tous les chats d'Ultar dans cette cour maudite sous les arbres. Ils avançaient très lentement, avec une gravité solennelle, en tournant autour de la chaumière, 2 de front, comme s'ils accomplissaient quelque rite animal encore jamais observé. Les villageois ne savaient quel crédit accorder aux paroles d'un enfant si jeune, et bien qu'ils craignissent que les 2 êtres malfaisants n'eussent attiré les chats vers leur mort par quelque enchantement, ils préférèrent ne faire aucun reproche au vieux paysan avant de le rencontrer hors de sa cour sombre et repoussante. Ultar s'endormit donc dans une colère impuissante. Mais lorsque les habitants s'éveillèrent à l'aube, voici que tous les chats avaient regagné leur foyer habituel. Grands ou petits, noirs, gris, tigrés, fauves ou blancs, aucun ne manquait. Les chats paraissaient fort gras, le poil lisse et luisant, et leur puissant ronronnement exprimait leur satisfaction. Les habitants discutèrent entre eux de cet événement et s'en émerveillèrent grandement. Le vieux Crannon soutint une fois de plus que les gens à la peau sombre avaient emporté les chats, car aucun chat ne revenait vivant de la chaumière du vieil homme et de sa femme. Tous s'accordèrent cependant sur un point. Il était extrêmement étrange que les chats refusassent de manger leur portion de viande ou de boire le lait versé dans leur soucoupe. 2 jours entiers durant, les chats d'Ultar, lustrés et paresseux, ne touchèrent à aucune nourriture et se contentèrent de somnoler près du feu ou au soleil.
Une semaine entière s'écoula avant que les villageois ne remarquent qu'aucune lumière ne paraissait plus, à la tombée du jour, aux fenêtres de la chaumière sous les arbres. Alors le maigre Nit fit observer que personne n'avait aperçu le vieil homme ni sa femme depuis la nuit où les chats avaient disparu. Une semaine plus tard, le bourgmestre décida de surmonter sa peur et de se rendre dans la demeure étrangement silencieuse, ainsi que son devoir l'exigeait. Par prudence, il emmena avec lui Chang, le forgeron, et Toul, le tailleur de pierre, afin qu'ils lui servent de témoins. Lorsqu'ils eurent enfoncé la porte fragile, ils ne découvrirent que ceci: 2 squelettes humains parfaitement nettoyés de leur chair, étendus sur le sol de terre battue, et quantité de coléoptères singuliers rampant dans les coins obscurs. Par la suite, l'affaire suscita de longues discussions parmi les notables d'Ultar. Zat, le médecin légiste, discuta longuement avec Nit, le maigre notaire, et Kranon, Chang et Toul furent accablés de questions. Même le petit Atal, fils de l'aubergiste, fut interrogé avec soin et reçut une friandise en récompense. On parla du vieux paysan et de sa femme, de la caravane des voyageurs à la peau sombre, du petit Ménès et de son chaton noir, de la prière de Ménès et de l'aspect du ciel pendant cette prière, des agissements des chats durant la nuit où la caravane avait quitté le village, et de ce que l'on avait découvert ensuite dans la chaumière sous les arbres sombres au fond de la cour repoussante. Et finalement, les notables adoptèrent cette loi remarquable dont parlent les marchands de Ateg et que commentent les voyageurs de Nir. À Ultar, nul n'a le droit de tuer un chat. Ainsi s'achève Les Chats d'Ultar, une nouvelle écrite par Howard Phillips Lovecraft en juin 1920 et publiée pour la première fois en novembre 1920 dans la revue The Tryout. Grand admirateur des chats, l'auteur leur accordait une place mystérieuse et presque sacrée dans son univers. La cité d'Ultar, quant à elle, réapparaîtra dans plusieurs de ses récits oniriques. Merci d'avoir écouté cette histoire et abonnez-vous pour découvrir bientôt une nouvelle œuvre de Lovecraft.